à tous, donc je suis Olivier Buret, universitaire Sorbonne Nouvelle Paris 3, historien, histoire contemporaine, histoire des relations internationales et histoire d'Europe centrale et orientale. Et ce qui m'a amené aujourd'hui, je te remercie pour l'invitation, c'est de revenir un peu sur cette notion de droit international dans l'histoire, parce que je pense que c'est une question qui est plus que d'actualité, si je puis dire, de plus en plus partout dans le monde maintenant. Et sur cette histoire de droit international, je voulais peut-être revenir sur deux séquences, sur une période avant 45 quand même, et la période d'après 45. Voilà. Alors sur l'avant 45, on est avant tout, il faut le savoir, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas eu de droit ou de tentative d'organisation du droit international avant la création de la SDN en janvier 1920, mais il faut surtout une idée qui se forge, de vouloir organiser les États entre eux, autour de notions de paix, autour d'une notion du droit précisément, qui doit prévaloir sur la force, sur les vieilles alliances militaires, etc. Ça, c'est essentiellement au XIXe siècle quand même, fin XVIIIe, début XIXe siècle, que ça va se cristalliser, notamment autour, par exemple, d'Emmanuel Kant, de Victor Hugo, de tout un tas de ces personnages-là. Et c'est quand même à la faveur, si je puis dire, de la Première Guerre mondiale, la guerre de 14-18, qui a vu, si je puis dire, les conséquences les plus dramatiques des vieux systèmes des alliances militaires, hein, celles qu'on avait pu voir réorganisées, notamment autour de la conférence du Congrès de Vienne, hein, 1814-1815, puis tout le XIXe siècle. Et là, c'est à nouveau ces jeux d'alliances militaires qui vont précipiter le monde à l'été 1914 dans le premier conflit mondial. Alors, évidemment, 4 ans de guerre, une saignée pour l'époque totalement inédite et complètement, comment dire, effroyable, qui laissait un effroi, encore aujourd'hui d'ailleurs. Hein. On dépasse le million de morts, hein, pour un certain nombre d'États, hein, la France, l'Allemagne, voilà, et c'est vraiment lors du tournant de l'année 1917, c'est-à-dire au moment où la Russie, à la faveur de la révolution russe, se retirait du conflit, où les États-Unis, du président Wilson, vont y rentrer, que tout va changer, puisque, évidemment, ça va faire basculer les rapports de force côté des puissances occidentales qui, donc, à la fin de l'année 1918, après le 11 novembre 1918, vont réorganiser évidemment les choses, notamment en Europe. Alors pour cette raison, il y a, on le sait, toute cette série d'armistices qui ont eu en 1918, ensuite il y a la conférence de la paix en 1919, puis surtout, dans cette conférence de la paix, il y a la présence des États-Unis et du président Wilson qui se déplace, ce qui est une première pour l'époque, il se déplace en Europe, se rend au congrès de Versailles, et Wilson, donc, arrive dans ses bagages avec un certain nombre de vues diplomatiques pour réorganiser un peu les choses, pour faire en sorte que ce genre de conflit, de ce vieux système d'alliance militaire qu'on ne voit plus, alors c'est très idéaliste, hein, la période, comment dire, du début des années 20, hein, bien différente de celle de l'après-45, c'est qu'on verra plus tard, celle de l'après-45 qui est beaucoup plus, comment dire, déjà assombrie. Hein. Mais celle du début des années 20, c'est vraiment basé autour de deux principes que Wilson fait adopter par l'ensemble des plénipotentiaires et des vainqueurs, hein, qui sont, d'une part, le fameux point des 14 points de Wilson, hein, qui sera celui du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est à partir de ce droit-là, un droit qui est encore aujourd'hui très important et utilisé. Hein. C'est pas n'importe quoi ce qui se passe à ce moment-là, c'est tout à fait fondamental, il y a un peu plus d'un siècle maintenant. Hein. Ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qui va permettre de reconfigurer ce qu'on appellera un nouvel ordre international à ce moment-là. Et deuxième point, justement, on y vient, c'est justement d'organiser ces nouvelles relations internationales autour de la création d'une société des nations. Alors là aussi, vieux concept, hein, société des nations, hein, on retrouve, hein, que j'ai dit tout à l'heure dans les écrits de Kant, etc. Mais cette société des nations,
précisément, eh bien, on va la créer au début de l'année 1920, en janvier 1920, 44 États fondateurs tout autour, et son objectif, ce sera précisément de mettre la guerre hors la loi. Mettre la guerre hors la loi, privilégier toujours la diplomatie afin d'éviter les conflits, et surtout, et c'est là que c'est vraiment fondamental pour cette époque-là, c'est de faire que le droit, désormais, devra primer sur la force. C'est-à-dire que, alors c'est toujours très idéal, évidemment, par rapport à la période actuelle, c'est-à-dire de faire en sorte que un État ne pourra plus comme ça envahir son voisin sans coup férir, sans ou maltraiter ses populations. Hein. Il y a aussi dans l'organisation de la SDN la question des minorités nationales, hein, qui est extrêmement importante. Hein. Elles sont codifiées hein, dans le pacte de la SDN, ces minorités. Hein. On précise bien qu'elles doivent dire qu'elles ont des droits, qu'on ne peut pas les réprimer, etc. Tout ça, c'est très important. Bref, à retenir, c'est surtout ça, que le droit, désormais, devra primer sur la force. Et parce qu'on estime aussi, hein, à ce moment-là, que après la saignée de la guerre de 14-18, eh bien, les États vont être raisonnables hein, et désormais vivre selon ces nouveaux principes. Donc c'est très idéal. Les traités de paix sont signés durant cette période-là, on ne va pas les détailler, mais ils sont évidemment, ils gravitent, hein, bien sûr, autour de la Société des Nations, le pacte de la Société des Nations figurant dans chacun de ces fameux traités de paix, traité de Versailles, traité de Saint-Germain, traité de Trianon, traité de Neuilly, etc. Et suite à ça, donc, eh bien, va s'ouvrir ce qu'on va appeler l'entre-deux-guerres, qui va pas mal tourner autour de la question des réparations allemandes, hein, mais rapidement, les choses vont se détériorer. Pour quelles raisons, hein, sur cette période de l'avant 45? Ben, tout simplement parce que la Société des Nations n'a pas, et c'est bien connu dans l'historiographie de l'époque, n'a pas évidemment de moyens coercitifs suffisants pour faire respecter ce principe donc du droit international qu'elle veut faire appliquer. Il y a aussi une cour pénale, il faut le savoir, qui a été créée aussi. Hein, on a vraiment tout l'appareillage, c'est un peu une sorte de proto-ONU, quelque part. Hein. L'ONU, une structure, on verra après, beaucoup plus renforcée en 1945, hein. Mais d'ici là, bon, évidemment, tout va se détraquer. Les alliances militaires, rapidement, vont refaire surface pour maintenir le système, comment dire, diplomatique suite à la victoire de tous ces États d'Europe centrale et orientale, il faut quand même s'en souvenir, sont toutes à cette époque-là des démocraties, des monarchies parlementaires. Hein. C'est vraiment le triomphe hein, vraiment, de ces valeurs-là. C'est quelque chose qu'on va retrouver seulement après 1989-90, hein, faut le savoir quand même. Et donc, rapidement, pourtant, pour garantir tout cela, face à ce qui est considéré comme la menace de l'époque en ce début des années 20, qui est la jeune URSS, hein, la révolution bolchevique, hein, 1917, hein, et puis qui, dès le début des années 20, va être peu à peu, comment dire, consolidée sous l'autorité de Staline. Voilà. Et donc, on va créer, donc, les Occidentaux vont créer ce qu'on va appeler, dès le début de l'année 1920 également, ce qu'on va appeler la Petite Entente. Petite Entente, c'est quoi? Ben, c'est une alliance militaire entre principalement la France, les trois pays donc justement d'Europe centrale et orientale, que sont la Tchécoslovaquie, la Roumanie et la Yougoslavie, le futur royaume de Yougoslavie, afin de faire un glacis d'États alliés renforcés militairement face à d'éventuelles menaces. On craint toujours un retour de la puissance allemande, on craint évidemment une extension de la révolution bolchevique, et on n'a pas tort de le craindre, puisqu'en mars 1919, eh bien, éclate une révolution, une mini-révolution bolchevique à Budapest, hein, révolution des conseils, mars 1919 quand même. Donc voilà comment cela commence. Ensuite, toujours sur cette entre-deux-guerres, eh bien, il y a cette crise, la première crise majeure de la période, qui est cette opération unilatérale, comme on dirait aujourd'hui, menée par Poincaré, le président du Conseil de l'époque, qui revient aux affaires pour faire exécuter les réparations allemandes. C'est l'invasion de la Ruhr, hein, cette région du nord-ouest de l'Allemagne, principalement composée évidemment d'industries énergétiques, d'énergie fossile, comme on dit aujourd'hui, gaz, évidemment aciérie, etc.
etc., etc. En gros, l'idée est de faire tourner l'industrie allemande pour, évidemment, au service des Alliés, pour se faire payer en nature les fameuses réparations. Ça provoque une crise internationale majeure, hein. Il y a des plaintes au niveau de la SDN, hein. Là, vraiment, il y a même un risque de reprise de la guerre, hein, parce que les Allemands se mettent en grève, etc., il y a des insurrections qui ont lieu, hein, donc cette occupation militaire. Et puis, sont les États-Unis qui s'étaient retirés, hein, de la scène internationale, parce que Wilson avait perdu les élections en 1920, et donc ensuite c'est isolationniste, il faut le savoir aussi, c'est important ça, que les États-Unis qui vont architecturer quelque part cette future SDN, eh bien, ensuite vont se retirer sur le jeu diplomatique. Ils reviennent en 1924 avec un plan comment dire, économique d'aide à l'Allemagne pour qu'elle puisse payer ses réparations. C'est le plan Dawes, D-A-W-E-S, plan Dawes, qui va donc lier l'économie allemande, hein, au dollar, hein, nord-américain. Avant cela, il faut le savoir aussi, et c'est un des problèmes de cette période de début de l'entre-deux-guerres, en 1922, l'Allemagne va annoncer, parce qu'elle ne pouvait pas payer ses réparations, le fameux accord, le pacte de Rapallo, qu'elle va signer avec la toute jeune Union soviétique, ce qui va évidemment fragiliser quand même pas mal les choses. Donc, voilà où nous en sommes. Quand même, à retenir aussi sur cette période de l'entre-deux-guerres, c'est l'année 1925. Qu'est-ce qui se passe en 1925? Eh bien, ce sont les fameux accords de Locarno, signés entre Aristide Briand et Gustav Stresemann, chancelier allemand de l'époque, de la République de Weimar, qui est un moment, effectivement, de paix et de stabilité important pour l'époque. On pense que la question des réparations allemandes est réglée, l'Allemagne rentre à la SDN, il faut le savoir aussi, c'est en 1925. Elle va la quitter, ce qui va, comment dire, l'Union soviétique, par contre, la quitte en 1925 aussi, il faut le savoir aussi. Et Aristide Briand et donc Gustav Stresemann seront faits prix Nobel de la paix aussi. Il y a un monument sur lequel les abords du Quai d'Orsay à Paris qui le commémore encore, qui est intéressant de voir. Et puis, les années 20, comme tout le monde le sait, se terminent assez mal, la crise de 1929. Évidemment, le marque allemand lié profondément au dollar suite au plan Dawes s'effondre évidemment très rapidement, et tout se déstabilise. Pourquoi? Pour un certain nombre de raisons qui sont d'une part que vont s'ajouter au niveau des États totalitaires, donc de l'URSS naissante de l'époque. Dès le début des années 20, eh bien, le fascisme en Italie, avec Mussolini, qui d'abord sera plutôt choyé par les Occidentaux, parce qu'anticommuniste, parce que le fascisme est par définition niant totalement la lutte des classes profondément anticommuniste, hein, c'est clair. Et puis 1933, évidemment, c'est évidemment la chute définitive de la démocratie de la République de Weimar, avec l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Hein. Hitler, l'installation du troisième totalitarisme de l'époque, le nazisme, profondément racialiste, raciste, antisémite, etc., avec un vaste programme à la fois de relance économique et de conquête territoriale, et Hitler, assez rapidement, va devenir le champion, entre guillemets, de la destruction du système de Versailles, et la SDN ne pourra pas faire grand-chose, d'une part parce qu'elle est assez faible au niveau, comment dire, des réactions qu'elle peut avoir, de la coercition qu'elle pourrait avoir face à ce genre de régime, mais aussi parce que les Occidentaux, essentiellement pour l'époque les Franco-Britanniques, sont divisés sur l'attitude à avoir face à tous ces problèmes. La Grande-Bretagne sera pour l'appeasement, hein, une certaine politique, comment dire, de tolérance vis-à-vis du régime de Mussolini, de celui d'Hitler, parce qu'ils sont profondément anticommunistes, et ce qui fait peur à l'époque beaucoup pour les Britanniques, c'est surtout, évidemment, comment dire, l'URSS en pleine expansion de Staline, et de l'autre côté, la France, prise pas mal avec des affaires intérieures. 1936, c'est le Front populaire, Léon Blum, les grandes réformes, comment dire, notamment les congés payés, la réduction du temps de travail, toutes ces choses-là, c'est à ce moment-là qu'elles sont acquises. Hein. On est beaucoup tourné vers des questions de problèmes intérieurs. C'est aussi 1934 en France, le moment ça a été commémoré il n'y a pas longtemps, puisque c'était le 6 février 1934, où on frôle quand même un coup d'État mené par les ligues d'extrême droite, il ne faut pas l'oublier, c'est important. Moment de déstabilisation considérable. Et donc, progressivement, Hitler va détricoter, détruire le traité de Versailles. Mars 1938, c'est évidemment l'Anschluss, l'annexion de
l'Autriche, qui était formellement interdit par les traités de Saint-Germain et de Versailles. Et puis, c'est l'entrée, dès l'été 38, dans la crise des Sudètes, c'est-à-dire que Hitler va retourner le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes à son avantage, en agitant les minorités allemandes de la Tchécoslovaquie de l'époque, les Sudètes, ce qui va déstabiliser d'une part la jeune République tchécoslovaque, d'une part, et ensuite ce qui va provoquer de toute façon les accords de Munich de septembre 1938, qui sont vraiment l'acte de décès, non seulement du traité de Versailles, du système de Versailles, du système occidental qui était issu de la Première Guerre mondiale, et puis aussi quelque part un peu de la SDN. Très rapidement ensuite, c'est l'année 39 où là, les catastrophes se multiplient, avec comme parangon total évidemment le pacte germano-soviétique d'août 1939, que Staline, évidemment, va signer avec Hitler pour se prémunir d'une invasion et puis surtout pour se partager une bonne partie de l'Europe centrale avec la Seconde Guerre mondiale qui éclatera, comme chacun le sait, suite à l'affaire du corridor de Danzig en